Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va entamer un voyage qui commence au ras des pâquerettes, au niveau le plus fondamental de l'économie, nos choix individuels de consommation. Et à partir de là, on va dézoomer progressivement pour essayer de capter comment tournent les rouages immenses de la demande macroéconomique mondiale. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, parce que comprendre comment une simple décision d'achat finit par impacter l'économie globale, c'est absolument fascinant. Au programme de notre analyse, on va d'abord poser les fondements de la demande, puis on explorera les multiples déterminants des quantités, ensuite on fera un focus sur l'impact de la taxe forfaitaire, on parlera aussi d'investissement qui est en fait l'autre visage de la demande intérieure, pour enfin s'ouvrir vers la fameuse demande globale. Première étape donc, les fondements purs et durs de la demande. Jetons un œil aux bases mêmes du marché. On a souvent tendance à l'oublier, mais la demande, ce n'est pas juste avoir très envie d'un truc. Non, en économie, c'est l'intersection stricte, et j'insiste sur le mot strict, entre un désir, un certain niveau de prix, et les salaires réels. C'est le pouvoir d'achat des acteurs économiques qui est le véritable moteur ici. Sans cette capacité financière, le désir tout seul ne crée absolument aucune demande sur le marché. Et c'est super intéressant de voir comment notre psychologie vient littéralement dicter les mathématiques du marché. Prenez le concept d'utilité marginale par exemple. L'idée c'est que la satisfaction baisse à chaque fois qu'on consomme une unité en plus. Une 6e cigarette, mathématiquement parlant, apporte beaucoup moins de satisfaction que la 5e. Eh bien ce phénomène cognitif, il force la courbe de demande à pointer vers le bas. Et au passage, il y a aussi la question de la sensibilité au prix. Si la dynamique est très horizontale, ça veut dire que les acheteurs vont fuir en courant à la moindre petite hausse des prix. A l'inverse, une dynamique verticale, c'est le signe d'une insensibilité quasi totale. On passe à notre deuxième point clé, les multiples déterminants des quantités. Autrement dit, ce qui se passe quand on sort de la seule question du prix. Il y a une nuance monumentale à capter en économie. Il y a une très grosse différence entre le fait de glisser le long d'une courbe existante, parce que l'étiquette de prix a changé, et le fait que la courbe tout entière se déplace. Imaginez que les goûts changent soudainement, ou qu'un produit de remplacement débarque. Par exemple, des consommateurs qui lâchent massivement leur iPhone 4 juste parce que le 5 vient de sortir. Là, ce n'est plus du tout une histoire de prix. C'est la dynamique même de la demande qui se déplace physiquement pour s'adapter à ces nouvelles préférences. Et d'ailleurs, ce grand déplacement, il peut aussi être déclenché par des décisions publiques. Typiquement, quand les autorités lancent une aide financière pour installer des fenêtres isolantes, le coût d'acquisition s'effondre. Résultat des courses, la demande globale pour ce produit fait un bond vers la droite. À n'importe quel niveau de prix de départ, les quantités que les gens réclament deviennent soudainement beaucoup plus importantes. Ce qui nous amène à la troisième partie, l'impact assez particulier de la taxe forfaitaire sur un marché. Alors, attention à ne pas tout mélanger. Le truc crucial ici, c'est de bien comprendre ce qu'est cette taxe. Une taxe forfaitaire, c'est une somme fixe et complètement rigide imposée par unité vendue. Ce n'est absolument pas un pourcentage, comme l'est la TVA. Qu'un produit coûte 1 euro ou qu'il en coûte 100, si la taxe forfaitaire est d'1 euro par article, eh bien elle restera d'1 euro, point barre. Et la réaction de la fameuse main invisible du marché face à cette taxe, elle est implacable. La courbe de demande prend un coup et recule vers la gauche. Pourquoi ? Parce que le prix final à la caisse grimpe, ce qui fait inévitablement plonger les quantités échangées. Et l'effet final de tout ça, c'est sans doute le plus douloureux pour l'économie. Ça vient ratatiner ce qu'on appelle le surplus du consommateur. D'ailleurs, faisons une petite pause là-dessus. C'est quoi ce surplus ? C'est tout simplement le véritable bénéfice économique de l'acheteur. Si quelqu'un est prêt à mettre 50 euros sur la table pour un objet, mais que le marché ne lui en demande que 30, ces 20 euros de différence, c'est son surplus. C'est un gain pur. Mais quand des monopoles manipulent les prix ou que ces fameuses taxes forfaitaires s'abattent, ce surplus vital se fait immédiatement écraser, ce qui réduit d'autant la richesse perçue par les acheteurs. Quatrième grande étape, et c'est un gros morceau, l'investissement, ou l'autre visage de la demande intérieure. Cette phrase, c'est un peu un retournement de situation. On a très souvent tendance à réduire la demande du pays au simple chariot de course du supermarché. C'est une vision beaucoup trop simpliste. Quand on décortique ça à travers ce qu'on appelle dans le jargon la FBCF, on prend vraiment conscience de l'ampleur du truc. Alors oui, il y a l'achat de machines et d'outils par les entreprises, le capital physique. Mais il ne faut surtout pas oublier l'immatériel. Les brevets, la recherche et développement, la formation des employés, tout ça compte. Et même l'achat de biens immobiliers par les ménages. Tout cela constitue des piliers absolument géants et fondamentaux de notre demande intérieure. Il faut vraiment intégrer cette logique. Si les boîtes injectent des millions dans des investissements immatériels, comme des logiciels ultra puissants ou des campagnes marketing monstres, c'est dans un but extrêmement précis. Elles veulent développer leurs capacités pour élargir cette même demande dont elles ont besoin pour survivre. En gros, l'investissement d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la création de la demande de demain. Ce qui nous mène tout droit à notre cinquième et dernière partie, l'ouverture sur la demande globale, ou comment tout ça s'imbrique au niveau mondial. Si on dézoome complètement pour regarder la macroéconomie,
La demande globale, c'est finalement une addition assez simple. D'un côté, on a la demande intérieure, avec notre consommation et nos investissements dont on vient de parler, et de l'autre, on ajoute la demande extérieure. Et cette demande extérieure, elle est directement générée par nos exportations à l'international. Prenons l'exemple d'une économie ouverte. Exporter des parfums, des biens de consommation, mais aussi du lourd, comme des machines industrielles vers d'autres pays, eh bien c'est tout aussi critique pour faire tourner notre propre moteur économique que les achats faits au coin de la rue. Ces exportations, c'est l'oxygène de la demande extérieure, indispensable pour maintenir l'équilibre économique d'un pays. Bref, tout ça nous amène à une petite question assez provocatrice pour terminer. On a bien vu que la demande, c'est un écosystème hyper fragile et complexe qui va de nos choix basés sur l'utilité marginale jusqu'aux grosses exportations industrielles. Alors, si ce sont vraiment les investissements massifs et la demande étrangère qui font tourner la machine, est-ce qu'on doit toujours, à tout prix, courir après des prix plus bas sur le marché intérieur? N'est-ce pas prendre le risque de détruire notre propre capacité d'investissement? C'est une vraie réflexion de fond sur ce qui garantit notre prospérité à long terme, et franchement, ça mérite qu'on y réfléchisse. À très vite pour un prochain décryptage.